Bienvenue chers fans de canard. Après la perte de son bateau dans le chapitre précédent, nous retrouvons dans un train, et cherchant toujours à faire fortune, Balthazar Picsou, tout juste 15 ans, en cette belle année 1883. Dans ce train, Balthazar rencontre un étrange vieillard qui lui parle d'une vallée contenant des œufs carrés. Balthazar, tenant l'œuf du mystérieux voyageur dans les mains, ne croit pas beaucoup à l'histoire du vieil homme. C'est alors que l'œuf lui explose à la figure. Les frères James débarquent dans le train et dépouillent les voyageurs. Un seul a assez de ruse pour les repousser, mais, en chassant les frères James, Balthazar chute du train. Heureusement pour lui, il tombe sur le troupeau de Murdo Mackenzie. Murdo l'embauche, car le garçon est écossais comme lui. Il lui confie même la charge de s'occuper de Vindicator, un taureau de concours, particulièrement convoité par les bandits MacViper. Une nuit, ces derniers font main basse sur Vindicator, le seul à pouvoir retrouver le taureau et Picsou, mais pour cela, il doit s'aventurer dans les Badlands. Le chapitre s'ouvre par l'habituel album souvenir de Mathilda. On peut y voir ce qui me semble être un revolver Colt Single Action Army, créé en 1872. C'était l'arme la plus utilisée dans le Far West américain et coûtant environ 17 $. Le revolver est accompagné de ses balles. Les balles reposent sur l'album photo d'où l'on distingue une photo de Balthazar en cow-boy. Picsou se met en scène dans cette photo, ce que l'on peut voir par la flèche enflammée. Par exemple, comme s'il sortait d'une attaque d'Indiens qui lui aurait tiré dessus. Il essaye de se montrer un peu moins comme le pied tendre qu'il est vraiment dans le chapitre. À côté, on peut voir une photo de son cheval Hortense. La photo d'Hortense est cachée par une carte représentant le parcours de Balthazar jusqu'au Montana. Au-dessus, un éperon recouvre une partie de la carte. L'éperon, en plus de la photo d'Hortense, nous annonce déjà que l'action dans ce chapitre va être très équestre. Pour suivre, nous pouvons voir une lettre que Picsou adresse à ses parents et où il compte ses mésaventures du chapitre précédent. L'hôtel Phonebone d'où il envoie la lettre n'existe pas, mais Paisley Street à Glasgow, où la lettre est envoyée, renvoie à une vraie rue, si ce n'est qu'on la trouve sous la nomination de Road et non de Street. Enfin, on peut voir une photo souvenir, sûrement sous la forme d'une carte postale de la Missouri Calisota Railroad. L'État du Calisota n'existe pas. Pour l'anecdote, j'ai cherché l'État pendant un moment sur une carte des États-Unis en vain. Cet État fictif, situé entre la Californie et l'Oregon, est une invention de Karl Barks. Il y situe Donaldville, d'ailleurs. Mickeyville y serait situé, mais on ne parle pas de souris ici. Ce ticket est aussi un foreshadowing de la destinée de Balthazar, le Calisota devenant le symbole de son empire dans un futur chapitre. Fermons l'album et concentrons-nous sur ce que fait Balthazar. Celui-ci est dans le même train que l'on pouvait voir sur la carte postale souvenir, en direction du Calisota, en train d'écrire à ses parents la lettre que nous avons pu lire au-dessus de l'album de Mathilda. On peut voir que le train ressemble à ceux de la Central Pacific Railroad. À Disneyland Paris, nous pouvons observer la locomotive WF Cody qui est inspirée par ce train-là. Picsou entre ensuite en conversation avec le vieil homme du train. Cet homme est là car le responsable éditorial norvégien de Donald Duck avait demandé à Rosa d'introduire un gag en rapport avec l'histoire perdue dans les Andes de Barks contenant les célèbres œufs carrés. Dans la première version du chapitre 3, le vieux monsieur que rencontre Picsou dans le train était censé être Rudd Butler, le professeur de Birmingham en personne. Cette version est passée entre les mains de nombreux éditeurs et traducteurs et a été publiée dans toute l'Europe avant qu'un lecteur suédois écrive à Don pour lui faire remarquer que le professeur Butler était déjà mort dans l'histoire de Barks. L'histoire fut donc retravaillée et le vieux monsieur est devenu dans les éditions postérieures un autre personnage de l'histoire de Barks, l'homme qui achète des œufs carrés au padré de Cusco. Pourtant, dans le récit de Barks, personne ne sait que les œufs carrés sont des œufs carrés, on pense avoir affaire à des cailloux. Don Rosa fait donc une incohérence ici. Alors que Picsou rigole en tenant l'œuf en main, c'est là que les frères James débarquent et pointent des pistolets sur les passagers. Sauf que toutes les armes ont été redirigées en l'air, voire même supprimées pour la version américaine, afin de privilégier des bons gros doigts tendus pour menacer les passagers. Les frères James, Frank et Jesse, ont réellement existé et attaqué vraiment des trains en plus des banques et des diligences. Les deux frères se retrouvent dans ce chapitre car ils s'inspirent des références que fait Picsou à sa vie passée dans le comics, juste un pauvre vieil homme pauvre, dans le tout premier numéro du comic book américain Uncle Scrooge en 1952. À un moment, Picsou dit avoir combattu dans les guerres du bétail de l'ancienne frontière et avoir fait le cow-boy au Montana en 1882. Il précise aussi avoir mis des bâtons dans les roues à la bande de Jesse James. Cette histoire doit avoir lieu lors d'un séjour jusque-là inconnu des frères James dans l'Ouest au tout début de 1882, puisque Jesse se trouvait à Boot Hill au printemps de cette année-là. Jesse sera assassiné par un membre de son gang l'année suivante.
Picsou fait croire au frère James que les dents en or de son aïeul cachent un trésor caché, et que, si l'on appuie sur les 4 dernières molaires, nous pouvons le découvrir. C'est là qu'il bondit sur le dentier et écrase les doigts des frères, qui se sauvent effrayés par la fougue du jeune Balthazar. Les cheminots du train, voyant les frères James s'enfuir, redémarrent le train et Balthazar en chute sous les yeux médusés des chiens de prairie. Effrayé et seul, Balthazar a la chance de tomber sur des cow-boys en train de diriger leur troupeau vers le Montana. Les longs transports de bétail, comme celui qu'on voit, prennent fin au milieu des années 1880 à cause de la fièvre du Texas, et ce, afin de limiter la propagation de la contamination. Juste ensuite, l'explosion du chemin de fer a rendu ces transports caducs. Picsou arrive donc dans une autre activité mourante après les bateaux à vapeur. C'est mauvais pour faire fortune, mais super pour l'aider à se construire une légende. Il assiste déjà à la fin de 2 périodes de l'histoire. Les cow-boys qui l'accueillent sont des Écossais, comme Balthazar. C'est ce qui l'aide à être embauché facilement. Leur patron se présente comme étant un certain Murdo Mackenzie. Mackenzie était le véritable roi des éleveurs du Montana. Il a travaillé comme avocat et banquier en Écosse avant de devenir éleveur en partant aux États-Unis en 1885. Don Rosa a changé la date d'arrivée de Mackenzie aux États-Unis car l'action se passe en 83. Mackenzie impose à Balthazar une épreuve avant de l'embaucher, tenir sur un cheval extrêmement fougueux. La jument est tellement dynamique qu'elle déshabille carrément le pauvre Balthazar. Mais Picsou reste cramponné à la jument grâce à sa ceinture qui s'est bloquée au niveau de la selle du cheval. Après un sacré rodéo, Mackenzie demande à Balthazar son prénom. Celui-ci va se choisir le surnom de Buck. Il fait ainsi comme son oncle John qui se faisait passer pour Potol auprès des Américains. Buck est la contraction de Buckaroo qui signifie cowboy. Mackenzie emmène ensuite Picsou auprès de Vindicator pour qu'il s'en occupe et relève les MacVipers de ce poste. Les MacVipers sont une famille de hors-la-loi de l'Ouest qui ont donné du fil à retordre à Picsou dans diverses histoires de la fin de la période Barks. Leur première apparition provient du comics Le Roi du Bétail de 1967. Leurs fils causeront d'autres ennuis à Picsou au chapitre 11 de la jeunesse. Le veau de Mackenzie est un Aberdeen Angus originaire d'Écosse. Cette race est introduite en Amérique en 1873 par George Grant, un autre baron du bétail écossais. Il a fait se reproduire les Aberdeen avec des Texas Longhorn, créant ainsi les Black Baldy qui passaient l'hiver plus facilement. Ces nombreux élevages ont contribué à faire du bœuf la viande préférée des Américains. Don Rosa choisit ensuite de nous faire rentrer dans la lettre que Picsou écrit à ses parents. Nous voyons, de manière imagée par le biais d'une mise en abîme, ce que Balthazar leur raconte, que ce soit des truites hallucinées ou une tempête de neige. Ce procédé rappelle la première version du chapitre 3, quasiment complètement refusée par Byron Erickson. Cette première version contenait trop de gags stupides en rapport avec les lettres que Picsou envoyait à sa famille, où il leur décrivait ses exploits dans l'apprentissage des usages du Vieil Ouest. Rosa voulait montrer que Picsou n'avait pas toujours été le futé qu'il deviendrait ensuite, mais son éditeur lui a fait remarquer qu'il faisait juste agir Picsou de manière idiote. Cette version était appelée la guerre du bétail. Picsou était embauché par les MacVipers qui lui promettaient de le payer avec du bétail, tout ça pour l'arnaquer et le payer avec des bisons galeux. Picsou crée ensuite un faux dieu bison pour effrayer les MacVipers, mais cela répétait ce qu'il faisait déjà au chapitre 1 pour effrayer les Biscarville. On apprend dans cette lettre que Picsou a appelé la jument qu'il a gagnée du nom de sa petite sœur Hortense, parce qu'il retrouve chez l'une et l'autre le même caractère. Sur l'image où on voit la famille de Picsou, on voit ce qui semble être une croix. Je me suis alors posé la question si Picsou et sa famille étaient croyants. Il y a de grandes chances pour qu'ils soient des catholiques anglicans, comme la plupart de leurs contemporains à leur époque. On voit aussi dans la lettre un hiver particulièrement rude, on pourrait y voir une référence anachronique aux hivers sévères de 1886-1887, ayant fait disparaître beaucoup de bétail. Ensuite, Balthazar conclut sa lettre avant de se faire assommer par les MacVipers qui volent Vindicator. Le business du bétail était compliqué, les voleurs y étaient fréquents, beaucoup de fermiers étaient dépouillés de leur argent. Balthazar se lance à la poursuite des MacVipers et apprend qu'il se dirige vers les Badlands, où il arrive lui-même au petit matin. Le paysage des Badlands est un patchwork de tout ce qu'on peut y trouver, mais est fidèle à la réalité. En avançant dans les Badlands pour retrouver les MacVipers, Picsou voit un voyageur coincé sous un rocher. Sauf qu'au-dessus du rocher se trouve un squelette de dinosaure qui effraie Balthazar, qui lui saute dessus pour le battre. Le voyageur lui apprend alors qu'il se bat contre un squelette. Dans la première version du dialogue face au squelette de dinosaure, le voyageur dit que c'est un dinosaure à bec de canard pour avoir un gag facile. Mais Don a remplacé le gag, car il évite de considérer les personnages comme de véritables animaux, mais comme des caricatures d'humains. Et, de plus, les dinosaures à bec de canard n'avaient pas de dents à l'aspect féroce comme celui-ci. Si, dans la vraie vie, les Badlands contiennent effectivement de nombreux fossiles, celui du dinosaure de l'histoire est probablement fictif, puisque le fossile le plus ancien des Badlands date de l'Oligocène,
période qui se déroule après l'extinction des dinosaures. Le squelette du chapitre m'a toujours fait penser au squelette du T-Rex qu'on peut voir depuis le Mark Twain à Disneyland Paris, et le paysage l'entourant au Badland du chapitre. Franchement, je remarque qu'avec le bateau à Hob et le train, le parc regorge de lieux représentant la jeunesse de Picsou sans le vouloir. Picsou libère ensuite le voyageur qui se trouve être le futur président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt était un jeune homme de bonne famille à la santé fragile, mais après s'être refait une santé, il se lance en politique. De 1882 à 1884, il siège à l'Assemblée de l'État de New York. Mais en 1984, sa femme meurt de problèmes rénaux. Roosevelt s'achète alors un ranch dans le Dakota du Nord qui s'appelait bien la Croix de Malte, comme précisé dans le chapitre. Ainsi, il souhaite mener une existence solitaire d'éleveur de bétail. Pour Don, les qualités de Roosevelt, comme l'honnêteté, le goût du travail, l'appétence des merveilles de la nature et la pugnacité, faisaient de lui un mentor idéal pour le jeune Picsou. La plus grande partie des dialogues de Roosevelt provient de citations ou de paraphrases de ses livres et de ses discours. Il écrira d'ailleurs 3 livres sur sa vie d'éleveur de bétail. La tenue dans laquelle on voit Roosevelt dans ce chapitre provient de la réelle tenue de chasse du président. Il est le 3e mentor de Picsou. Les premiers sont Fergus et Duncan, qui lui transmettent la notion d'héritage familial, John pour lui inculquer le travail, et Roosevelt pour le goût de l'aventure. Balthazar et Roosevelt tombent sur des Indiens traqueurs de bisons qui les aident à pister les mac-vipères. Ces Indiens sont originaires de la tribu des Lakota. Ils sont les premiers à avoir donné au Badland son surnom de Mauvaise Terre. Par un concours de circonstances, Picsou, qui voulait attraper les mac-vipères au lasso, donne l'autre bout de la corde à Roosevelt, qui confond un rocher avec un grizzly qui tire dans les airs le frère mac-vipère, qui fait valdinguer Picsou sur Vindicator. Le grizzly provoque un éboulement, et le squelette du dinosaure atterrit sur un bison qui finit par traquer les Indiens. Et tout ce beau petit monde se retrouve autour de Roosevelt, seul sur son rocher, qui s'improvise philosophe. C'est à ce moment que Mackenzie arrive pour assister au désastre. Les mac-vipères s'enfuient, traqués par l'ours, et Picsou rend Vindicator à son propriétaire. Pour le remercier, Mackenzie le nomme contremaître. Après avoir reçu un dernier conseil précieux de Roosevelt, Picsou s'envole en même temps que ses vêtements vers de prochaines aventures. Et ainsi s'achève notre vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 4 de la jeunesse de Picsou, l'aventurier de la colline de cuivre.